procès de Lumbala, c'est le procès de la République démocratique du Congo. C'est ce qui s'est passé dans notre pays lorsqu'on juge Lumbala. Mais ici, ça pose le problème de la souveraineté de de nos institutions. Et vous trouvez normal qu'un Français qui a commis des infractions en France et qu'on puisse le juger ici? Il va vous traiter de malade. Comment vous pouvez, Lumbala? Moi, tout ce que je demande, je ne dis pas que Lumbala, on ne peut pas le juger, on le juge ici. Ils viennent juger. On ne va pas les traiter ici parce que le système judiciaire, là, chez eux, fonctionne. Chez nous, ça va fonctionner. Ici, nous avons une justice encore qui est malade. Qui est malade, mais on peut guérir ça. Croyez-moi, on peut la guérir. On peut la guérir. Vous savez, lorsque Tshisekedi Mulumba nommé Premier ministre, ce n'est pas de la magie. Il a dit tout simplement, c'est lui qui a une aiguille de l'État, une aiguille qui vient de poser. Et là où les gens avaient peur de l'autorité, dès qu'on instaure l'autorité de l'État, ça va couler. Son cas sera traité ici chez nous. Oui. Alors, si il vient à la table et que son cas est considéré comme cas emblématique aussi, c'est-à-dire la même justice nationale ici qui a condamné Kabila devra aussi lever cette sentence. Oui, pourquoi pas? Kabila, moi, je préfère le voir devant son juge naturel, qu'on lui pose des questions. Moi, je serai dans la salle. Qui est son juge naturel? Oui, son juge est ici, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle. Kabila, le condamné à défaut, le condamné comme ça, comme on l'a condamné. Ça, c'est l'histoire douloureuse sur notre passé. Sans le règle, il fallait qu'on puisse condamner dans les règles de l'art. Et on devrait profiter pour réécrire l'histoire, pour écrire l'histoire de notre pays. Parce que c'est des moments comme ça, on a raté l'occasion. On a raté l'occasion. Et moi, je ne suis pas d'accord. Une justice expéditive comme ça. Non, ce n'est pas. On a vu en Centrafrique, on a jugé Bokassa. En Égypte, on a jugé Moubarak. Au Sénégal, on a jugé Hissène Habré. Selon les règles de l'art. Les règles de l'art. Pourquoi nous, on nous a fait rater? Pourquoi on ne pouvait pas juger Kabila? Donc voilà pourquoi je dis, moi, je suis... Vous savez, malheureusement, il n'y a pas de gens objectifs. Mais moi, mon malheur ou mon défaut est que je suis objectif. Et je serai objectif jusqu'à la fin de ma vie. À la fois moderne et vintage, un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngaliema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h.
Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Vous faites bien de nous choisir, vous êtes sur Politicon, la force du détail. Face aux tensions qui secouent de plein fouet notre pays dans sa partie orientale, la question de la cohésion nationale est plus que jamais au cœur du débat public en République démocratique du Congo. Les partis, les conservateurs de la nature et démocrates, le CONAD en sigle dirigé par Moïse Mounidela, venait de publier il y a peu une liste qu'il qualifie des cas emblématiques pour la décrispation politique. Ces documents actualisés en date du 30 janvier 2026 qui répertorient les figures clés dont le sort juridique et politique bloque selon les partis que dirige Moïse Mounidela le dialogue sur au cours de cette émission, nous allons revenir de fond en comble sur ce débat qui fait les délices des réseaux sociaux depuis quelques mois. Nous allons justement nous poser des questions intéressantes, des questions qui pourront nous permettre de cogiter et de voir comment ce pays peut faire un bond vers l'avenir. Parmi ces questions, il s'agira de comprendre si cette libération massive et le retour des exilés politiques sont-ils les conditions sine qua non pour un dialogue sincère. On y reviendra avec beaucoup plus de détails. Il a fait l'amitié de répondre à notre invitation pour sa grande première pour 2026. Nous sommes très honorés et très contents de vous avoir sur notre plateau. Moïse Mounidela, président du CONAD. Comment allez-vous? Bon, je me porte comme le pays. Hein. Si le pays se porte bien, je me porte aussi bien parce que je suis un élément de l'ensemble. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa maman. Si la maman est malade, ça peut affecter la santé, même du fœtus. Donc, il a dit de même pour moi. Quand je dis ça, je pèse bien mes mots. Ici, dans cette ville de Kinshasa, et quand il pleut, même quand il menace déjà de pleuvoir, on ne sait plus sûr qu'il est. C'est dangereux même de se promener. Dangereux. Sur tout point de vue. Alors, vous voyez comment je peux dire que je me porte bien. Là, je suis dans la hantise parce qu'il menace de pleuvoir. Même quand on a une voiture, on doit garer la voiture. Et mais faites attention, si vous garez la voiture, elle risque d'être emportée par l'eau. Ouais. Donc, vous voyez dans quelle ville nous vivons. Donc, je ne peux pas me permettre de dire je me porte bien. Et après la pluie, on replonge dans les embouteillages interminables. Donc, voilà pourquoi je dis je me porte peut-être à l'image du pays. Je me porte bien ou je me porte mal, mais je me porte à l'image du pays. Je suis à l'image du pays, sinon de la vie des Kinshasa. Donc, si le pays va bien, vous aussi, vous allez. Ben oui, c'est normal. C'est normal. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Très bien. Donc, parce que sinon, c'est ma petite vie. Ce n'est pas ce qui compte. C'est la vie de la nation, des milliers de personnes. Peut-être moi, j'ai la chance d'avoir une voiture. Peut-être j'ai la chance d'avoir... Mais non, mais les autres, la majorité. Et on s'est dit en politique, la politique n'a de sens, de consistance et de substance lorsqu'elle lèvre pour l'intérêt général. Ça, c'est Aristote qui disait ça. Aristote disait que la politique a des sens lorsqu'elle lève pour l'intérêt général. Et moi, j'ai ajouté des sens, des consistances et des substances lorsque la politique œuvre pour l'intérêt. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique œuvre pour l'intérêt général ici? On doit se poser la question. Allez, très bien. Je dois rappeler que vous êtes homme de foi. Vous êtes, comment dire, vous croyez en l'être suprême et vous êtes musulman et vous célébrez le mois béni, le mois de Ramadan, Ramadan Carême.
Merci pour ça, parce que d'ailleurs, on devait commencer par là. Comment vous vous sentez? Mais spirituellement, vous vous portez bien, vu que c'est le mois béni. Oui, c'est le mois de joie. C'est le mois des fêtes, de la fête. On est en fête, en fait. Parce que le ramadan, c'est quoi? C'est la purification de l'esprit et du corps. C'est un cadeau du ciel. Il y a quelqu'un qui m'a aujourd'hui, je ne savais pas ça, il m'a dit c'est un cadeau. Il m'a fait un message de Paris. Il m'a fait un message pour dire c'est les cadeaux du ciel. Et vraiment, c'est des cadeaux. Parce que ça nous permet de nous élever spirituellement. Et on est devenu comme des anges. On n'a pas des envies, ni corporelles. On est là, dans les droits chemins. On regarde l'horizon, l'avenir, avec des idées saines. Donc, je profite de cette occasion pour saluer tous les musulmans à travers le monde. Ils sont de milliers à travers le monde, de millions à travers le monde, qui vont aujourd'hui, qui commencent le jeûne du mois de Ramadan. Ça commence aujourd'hui. Oui, mais c'est le mois de paix. Je ne sais pas s'il y a un mois plus que ça. Parce que c'est le mois de paix, le mois d'attente, de solidarité, de partage. De partage, surtout ça. Oui, donc voilà. Donc moi, je suis dans une joie immense et dense. Voilà, donc, et vous êtes spirituel et que j'accorde aujourd'hui le premier jour du mois de Ramadan que j'accorde de venir ici pour votre plateau. J'imagine les privilèges qui. Oui, parce que je pouvais me précipiter pour aller rompre le jeûne. Oui. Mais bon, peut-être vous ne mesurez pas ce que je suis en train de dire. Mais Dieu seul sait combien pour cette journée est une journée exceptionnelle. Parce que c'est les débits. Parce que le débit compte. Hein. C'est le débit compte. Et Armstrong, lorsqu'il est arrivé sur la ligne, il disait c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Donc, les pas qu'on fait aujourd'hui, c'est les grands pas. Et moi, pour la petite histoire, j'ai toujours une relation particulière avec mon Dieu. Parce que si vous n'avez pas Dieu dans ce monde, dans ce pays, vous serez avec qui? Vous restez profondément attaché à vos valeurs spirituelles, sans vous en cacher. Oui. Et ça, depuis des années. Des années, ben, je ne peux pas une particularité avec vous dans l'agora sociopolitique congolaise. Oui. Parce que, et puis, il y a de ça qui se cache. Il ne veut pas qu'on sache. Il dit, bon, ces gens-là auront peut-être de mauvaises raisons de se cacher. Moi, j'ai une bonne raison d'afficher ma foi. Ma foi, pas d'une manière ostentatoire, mais j'aimerais bien qu'il sache qu'il y a des gens dans ces mondes, soit on est avec Dieu, soit on est avec Satan. Quelqu'un qui vous dit, et surtout en politique, ça c'est un message, je suis accompagné avec des jeunes, ils doivent savoir, si vous n'avez pas la foi, vous allez, et c'est pour cela, d'ailleurs, les hommes politiques ont besoin de la spiritualité, mais une spiritualité saine. Oui, pas parce qu'il y a beaucoup de spiritualité. Et tout passe par là, et le débat devrait être d'ailleurs centré sur ces sujets capitaux. Je crois qu'on a besoin de Dieu dans ce pays. Il est là, mais des gens qui, lorsqu'ils parlent de Dieu, mais ils pratiquent Dieu. Ce n'est pas un Dieu où ça devient comme des chansons, parce qu'on voit dans notre pays, comment expliquer qu'un pays le plus riche du monde, avec un peuple le plus pauvre, si ce n'est que c'est parce que l'homme s'est rébellé de la parole de vie. Alors il faut casser ces paradoxes. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien exclusif en ce mois de Ramadan. On a mesure la portée, soyez-en rassurés. Et comment on dit mois béni en arabe? En arabe, bon, je ne suis pas des arabes, mais attends, je vais balbutier. C'est le Ramadan Karim. Ramadan Karim. Et on répond Allahu Akram. Bon, on peut répondre oui, Ramadan Karim. C'est comme bonne fête. Et on répond comment? Bonne fête. Bah oui, Ramadan Karim. Et Allahu Akram? Ça, je ne connais pas, moi je ne suis pas un arabe. J'ai des origines musulmanes. Ah, ok. Ma province, c'est le Maniema. Ah, c'est très bien. Oui, c'est la capitale d'ailleurs de l'islam. La capitale de l'islam au Congo. Et puis, c'est que les gens ne savent pas. Et au Congo, il y a plus de 10 millions de musulmans. C'est plus que le pays. Il y a des pays qui se réclament, des pays arabes. Oui, des musulmans. Il y a des gens qui se réclament, et des pays qui se réclament de pays musulmans, alors qu'ils ont 3 millions, 2 millions, 4 millions. Mais nous, c'est plus de 10 millions. Donc, le Congo, et puis, c'est la capitale, parce que c'est l'histoire du Congo, avec les Arabes qui sont venus à l'Est, et ils ont amené la religion. C'est comme les Blancs aussi, ils ont amené le catholicisme. C'est pas notre religion, c'est une religion importée. Autant l'islam, c'est une religion importée, mais l'islam, c'est une religion importée, mais le christianisme, c'est aussi une religion importée. Mais qui sont devenus aujourd'hui des religions universelles. Universelles. Voilà. Allez, merci beaucoup. Mais le Congo est un État laïque. Hein?
État laïque. État laïque, ça veut dire qu'il n'y a pas une religion au-dessus d'une autre. Et tous, nous devons être logés à la même enseigne. Est-ce que ces sujets ne méritent pas un réel débat? Oui, ça mérite. Au moment où on regarde la prépondérance ou l'influence des confessions religieuses, jusqu'à avoir un rôle beaucoup plus politique, un rôle de médiateur, bénéficiant même du soutien public, comment établir la responsabilité ou le champ entre la foi et la laïcité? À ce moment-là, ça marche comment? Parce qu'on dit dans la démocratie séculière, la foi ne dicte pas la loi et la loi ne dicte pas. Vous venez d'ouvrir une brèche, c'est un débat très intéressant. Mais je ne suis pas sûr que nous avons le temps pour... En 1 minute 30 ou 2 minutes. Mais moi, j'ai eu une très bonne relation avec l'Église catholique. Et cela date de 1983, mon avènement dans la démocratie. Il n'y avait pas de gens qui pouvaient parler de prisonniers, de maltraités, de mal-aimés. C'était l'Église catholique. Moi, j'ai été visité en 83, en 84, je suis emprisonné, en 88, tout ça même dernièrement lorsque j'étais en 2016. C'est toujours les catholiques. Donc, musulmans certes, mais j'ai bénéficié de beaucoup sur le plan politique. Les catholiques dans ce pays, ils ont y joué un rôle important. La conférence nationale souveraine, l'histoire est là, on ne peut pas... Et c'est toujours les catholiques. Et pourquoi ce rôle reconnu n'est plus admis aujourd'hui? Vous dites? Ce rôle reconnu depuis la nuit des temps, l'Église catholique, n'est plus reconnu aujourd'hui. Oui, moi je reconnais. Sauf que je dis, il ne doit pas être laissé, par exemple, parce que nous aborderons le problème de leur médiation. Je dis pourquoi on ne peut pas associer les musulmans, les kimbanguistes et les églises de réveil. Ça ne doit pas être seulement les catholiques. Mais reconnaissons quand même que les catholiques ont l'expertise à la matière. Ils ont toujours été là. La lettre de 1956, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est la conscience africaine. C'était les catholiques qui étaient le prélude de revendication pour l'indépendance. Il y avait 3 Joseph. Joseph Ngalula, Joseph Iléo et Joseph Maloula. Des 3 chrétiens et qui ont fait le manifeste de la conscience africaine. Le manifeste de la conscience africaine. C'est en 1956. 56. Et c'est les catholiques. Donc, ils ont été dans ces combats-là du droit de l'homme, de l'émancipation. Et comment jugez-vous leur influence aujourd'hui? Ce qui est vrai, les églises catholiques ou les églises traditionnelles ont une forte influence. Est-ce dire que cette influence s'exerce aujourd'hui, même dans le champ politique, parce que l'État n'a pas répondu aux préoccupations les plus légitimes de la population? La nature est horreur du vide. Vous savez, quand vous allez dans... Moi, je suis fier d'être à la fois villageois, je suis citadin, et j'ai déjà été à l'extérieur. Donc, quand je parle de mon pays, je connais bien mon pays. Je connais les Congos profonds. Il y a des places où il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de pharmacie. Mais qui sont les pharmaciens? C'est les prêtres. Qui constitue une sorte de banque? C'est les prêtres. C'est devenu toute une institution. C'est toute une institution, même des hôtels. Quand vous allez il y a des coins où... Quand vous allez, quand les prêtres vous prêtent une chambre, vous voyez, c'est une chambre où il n'y a pas des insectes. Et vous voyez, une chambre dans un village, là où se trouvent les prêtres. Donc, même les hôtels, c'est toujours les prêtres. Donc, c'est ce qui leur confère ce pouvoir. Oui. Parce que jouer ce rôle de locomotive, en quelque sorte, surtout en de temps de crise, pour mener les négociations. Là où l'État n'existe pas, il y a l'Église catholique. Soyons conséquents. Moi, je vous dis bien, c'est la foi ici, c'est authentique, c'est la foi d'un musulman, mais qui reconnaît, c'est ça, qui reconnaît que l'Église catholique a joué le rôle, joue un rôle de moteur pour le développement de notre pays. Même sur le plan économique. Moi, je suis partisan de Ken, la politique de Ken, la politique économique. Ken, il parle de rôle moteur de l'État dans l'économie. Alors ici, je peux parler du rôle moteur de l'Église catholique dans l'économie congolaise. Il est là, des écoles, comme je viens de le dire. Et ils ont des plantations. Peut-on le placer au même diapason avec les autres confessions religieuses? Oui, sur le plan constitutionnel, là, vous me posez une question piège. Pour un républicain comme moi, je dis oui. Parce que la Constitution les a établi toutes les religions
de la même façon. Il n'y a pas la primauté d'une religion contre les autres, non. Donc, la laïcité, c'est ça. Il n'y a pas une religion d'État. Et moi, je crois que oui, mais cela dit, toute proportion gardée, on doit être réaliste. Et l'arbitrage du tandem Senko et CC, qui semble être redouté par le pouvoir en place. Selon votre lecture des faits, comment jugez-vous l'influence des églises traditionnelles aujourd'hui par rapport à la montée d'autres confessions religieuses, les cas de la confession religieuse des églises du réveil au Congo, qui est dirigée dorénavant par Ejibaya Mapia lors de la cérémonie solennelle. Il a même appelé toutes les églises à ne pas faire l'opposition aux institutions établies. A-t-il dit la vérité ou sur toute la ligne? Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Parfois, c'est des confusions du genre, on ne sait pas qui fait quoi et pourquoi. Donc, c'est pour ça que je dis que si vous avez ouvert là un débat très intéressant. C'est l'entrée à la matière et puis on va dérouler le menu. Je ne sais pas si on aura le temps parce que moi, quand vous m'avez appelé, c'est pas pour parler des régions. Mais si vous voulez, moi, je suis prêt. Mais laisse-moi vous dire qu'on ne peut pas quand même... Il y a des gens qui ouvrent, il y a des églises qui sont à peu près des dicablos. Les dicablos, c'est-à-dire des petites boutiques où on vend les sardines, on vend de mèches et tout ça. C'est-à-dire que c'est les pasteurs qui déterminent le tout. Voilà, les pasteurs autoproclamés par évêques, archibishops. On ne peut pas comparer quand même ces églises-là avec l'église catholique, même sur le plan des finances, sur le plan de l'influence, sur le plan de l'apport dans les développements, je parlais, de la crédibilité, je vous les concède. On ne peut pas les comparer. Ça, c'est, à moins qu'on n'est pas congolais. Mais je dis, au nom de la laïcité, je m'incline. Mais sinon, parce que sinon, au nom de quoi, moi, je dois dire que je suis musulman et je dois refuser les autres de célébrer leur Dieu de la façon qu'ils aimeraient bien célébrer. Au nom de quoi? Est-ce que leur crédibilité aujourd'hui ne serait-elle pas entamée, surtout quand on les accuse ou on les traite de politiciens soutans? Vous savez, le meilleur politicien, c'est quelqu'un qui est proche d'un pasteur, d'un imam. Oui, mais la politique, c'est quoi? Je viens de dire, de citer. C'est pour l'intérêt général. L'église, c'est pour l'intérêt général. Ils sont venus sauver les âmes. C'est quoi? C'est des humains. Et ces humains-là, ils mangent, ils partent à l'hôpital, ils doivent se soigner. Et lorsqu'ils ont des problèmes, la plupart des cas, qui est le premier à écouter les lamentations, les récriminations de la population? C'est l'imam, c'est le pasteur, c'est les prêtres. Et on connaît, à moins qu'on évolue dans une autre planète Mars. Mais si on est terrien comme moi, on sait les rôles que jouent les églises. Donc on ne peut pas... Un bon pasteur, on vient d'ailleurs de rendre hommage à Jesse Jackson, Martin Luther King, qui sont des pasteurs. Et celui qui a eu le prix Nobel de la paix en Afrique du Sud, lorsque Mandela était en prison, Desmond Tutu, c'est un pasteur. Au Mali, il y a Imam Diko, c'est un imam qui a fait la révolution au Mali, qui a bougé les lignes. Donc moi je trouve qu'un homme politique doit avoir une spiritualité, il doit être à côté de la parole de Dieu. Si ce n'est pas ça, voilà pourquoi on a enregistré ce qu'on a. Est-ce qu'ils le sont encore au regard du contexte quelque peu tumultueux que nous connaissons dans l'est du pays, au lieu que les prêtres soient beaucoup plus proches des institutions et défendent les intérêts de la population? Vous savez, je suis en train d'écrire un livre. Il semble être aux ordres du régime de Kigali. Je suis en train d'écrire. C'est cela les critiques qui sont formulées contre les pères d'église. Là, vous êtes en train de me titiller. Vous me poussez à parler alors que moi je suis venu. Alors, allons-y. Vous savez que l'Église catholique nous a beaucoup aidé. Quand je dis nous, de l'opposition. Pas l'opposition Kabila ici, l'opposition de Mobutu. C'est Maloula. Il a beaucoup aidé l'UDPS. Maloula, le cardinal Maloula. Je peux vous citer, c'est un sujet que je connais, que je maîtrise bien. Dans tous les régimes, ils ont gardé les mêmes méthodes. Oui, mêmes méthodes, mais ils ont aidé
la démocratie, ces gens-là. Je vous dis qu'il y avait la Croix-Rouge et le prêtre de l'Église catholique qui pouvaient voir là où on nous mettait, qu'on était dans les trous. Personne ne pouvait savoir. Aujourd'hui, il y a les ligues des droits de l'homme, machin, tout ça. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Mais il existait un prêtre qui venait les dimanches. Oui, avec nous, à l'AND, hein, ici je parle. Il y a des amis qui sont là. Souffrez que je les cite. Il y a Gilbert Kakonde qui est là. Il y a Sita, il y a Omer Kamba. Il y a, en tout cas, on nous arrêtait. Hein, le pionnier de l'IDPS. Quand on arrêtait les Lusanga, les Kapita, mais parfois, qui les amenait? Et même les Sphinx, c'est parfois les sœurs catholiques qui préparaient pour eux. Donc, on a sur tous les plans, on a bénéficié, non seulement sur le plan spirituel, mais parfois l'aide financière, l'aide matérielle. L'Église catholique, à l'époque, moi j'ai des témoignages au poignard, je ne suis pas ici. Donc il a été pour beaucoup dans ce combat. Oui, dans les combats pour la démocratie. Pour la démocratie. Oui, l'Église catholique, ça on ne peut pas dire le contraire. Et entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Mais moi, parce que vous me titillez beaucoup. Qu'est-ce qui aurait changé entre-temps? Aujourd'hui, le rôle de l'Église catholique ne semble pas mettre d'accord. En 2016, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est l'Église catholique à la Senko qui a présidé ce forum. On s'en souviendra, les 50-50 dont avait parlé Jean-Marc Kabound. Oui, alors, vous savez ce qui s'est passé? C'est l'Église catholique qui a demandé, bon, c'est vrai que ça a été proposé par les hommes politiques, pour les 9 cas emblématiques, on en parlera. Aujourd'hui, moi je parle de... Parce que j'étais bénéficiaire, j'étais en prison, en 2016, arrêté, maltraité par Kabila, mais qui nous ont sortis de là. Il a fallu ces forums-là, de la Senko, de la Saint-Zivert, présidés par qui? Par l'Église catholique, et qui nous a permis, nous autres, de retrouver la liberté. Il y a deux autres qui n'ont pas eu la chance. Ils sont morts en prison. Il y a d'autres qui sont morts. Donc ici, il faut pas... Il y a des gens qui parlent parce qu'ils n'ont pas... c'est les termes qui est aujourd'hui consacrés. Ils n'ont pas la matière. Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, l'IDPS n'est pas d'accord avec les églises catholiques et protestantes. Y a-t-il quelque chose qui aurait changé? Non. C'est caricatural ce que vous êtes tenté de dire. L'IDPS, je ne crois pas. L'IDPS, il y a des gens... Vous croyez qu'un Kapita Chabangui ne connaît pas le rôle que l'UDPS a? Et c'est que l'Église catholique, Kapita, qui est vivant, et je salue, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a célébré la création de l'UDPS. Il y a Lusangangele, il y a Lumbu Potre, il y a Diaoken, qui sont là vivants. Mais il y a d'autres... Mais ils sont montés sur leurs grands chevaux en refusant l'arbitrage du tandem Sequin-CC. Non, mais il faut pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses positives, parce que si on refuse aujourd'hui, on jette le bébé et l'eau du bain, l'histoire retiendra que les Congolais ont rejeté une réflexion congolaise pour un problème congolais, alors qu'ils ont proposé des solutions congolaises. Et ça n'arrive pas tous les jours. Qu'on voit les Congolais, vous voyez, il y a toute une charpente, hein, il y a des idées, il y a un contenu. Donc, ils parlent de pacte social. Vous voyez comment Moi, j'aime bien Rousseau qui a parlé de contrat social et qui aujourd'hui, toutes les universités ils passent par là, le contrat social de Rousseau. Mais là, il y a un contrat social de prêtre de l'Église. Pacte social. Et qui répond dans ça, il y a beaucoup de choses. C'est un concept, mais là-dedans, il y a l'économie. Mais c'est terrible, c'est quelque chose de... Et là, je suis d'accord avec... je ne vais pas suivre le professeur Bongeli, mais je suis prêt à les suivre. Lorsqu'il déclare qu'au Congo, il n'y a pas d'intellectuels. Il a dit ça. Mais si c'était dit par un étudiant, un musicien, un journaliste, on aurait dit, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est un professeur attitré et qui a beaucoup accompagné les thèses et tout ça. Mais il dit qu'il n'y a pas... Non, là, nous avons des intellectuels. Le prêtre catholique sont des intellectuels. Il faut voir, ils ont de la réflexion. Les intellectuels, ce n'est pas seulement les Français. Parce qu'on parle le français, les Chinois aussi intellectuels dans sa manière. Chez lui, avec sa langue. Le Turc, il est intellectuel. Il fait des Sukhoi, je ne sais pas quoi, des avions et tout ça. On va dire. Donc, c'est pour dire que là, c'est une réflexion intellectuelle. Parce qu'il est intellectuel, c'est lui qui est capable de trouver une solution au problème de son entourage. Voilà ma définition. Ce n'est pas quelqu'un qui est bardé de diplômes. Pas du tout. Non, ça, c'est un diplômé. Ici, le prêtre catholique, parce qu'il y a un problème au Congo, et voilà qu'il propose des solutions. C'est ça l'intellectuel. Des solutions adaptées. Adaptées. Lutumba Ndomanueno, fille un intellectuel. Lutumba, écoutez les chansons de Lutumba. On l'appelait
le poète Lutumba, les philosophes Lutumba. Mais dans ses idées, non seulement il a fait beaucoup de dissertations où il y avait l'introduction, le développement et la conclusion. Et il a fait des propositions, comment sortir notre pays ou dans des situations où quelqu'un socio-lié, socio-écolier. C'est un matin qui chante ça. Donc, je crois qu'on ne peut pas rejeter un travail, un chef-d'œuvre de prêtres catholiques, jeter ça dans la mer. Ce sera une erreur grave. Et tout le monde entier va se moquer de nous. Parce qu'il faut toujours recourir à l'extérieur pour l'expertise extérieure. Mais aujourd'hui, il y a des divisions au sein de ces confessions religieuses à qui ça profite, puisque quand vous parlez du pacte social, Ijiba Mapia avait accusé la Senko et les CC d'avoir saboté leur propre feuille de route déposée le 25 août 2025 au chef de l'État. Votre lecture? Alors, la question est pertinente. Mais je dis, mais il ne faut pas jeter les bébés l'eau du bec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des choses bien proposées par le pouvoir. On ne peut pas toujours rejeter quand même. Il doit y avoir un pouvoir organisateur. En 1960, le Belge, et en 1959, les Belges ont organisé la table ronde de Bruxelles. Mobutu a organisé la conférence de Luabu. Il a organisé la conférence. C'est lui qui a mis même le comité provisoire et tout ça. Donc, il y a une part qu'on doit laisser à l'État. Mais à qui profitent ces divisions au sein des confessions religieuses? On accuse la Senko et le CC d'avoir saboté leur propre feuille de route. À qui profite? À ce moment-là, on fait maintenant comment? À qui profite? Je crois que le peuple ne profite pas de ça. Parce qu'ici, tout ce qu'on fait, on le fait au nom du peuple. Le peuple ne profite pas de ça. À qui profite? Je crois que personne ne profite de ça. Parce que ça profite de nous. Voilà là où se trouve le pays. Le pouvoir ne profiterait pas de cette situation? Oh, je ne vais pas ici accuser à tout bout de champ le pouvoir. Parce qu'il y a aussi Ijibama, puis il y a son truc là qui veut reprendre l'initiative de ce dialogue. Il y a aussi Dodo Kamba avec le Conseil national interreligieux, quelque chose du genre. Oui, vous voyez, donc les responsabilités sont partagées. Où allons-nous? Les responsabilités sont partagées. Avec ton micro là, avec votre micro, vous avez une responsabilité. Vous pouvez beaucoup fait des choses à partir de ces micros. Moi, je paie. La vôtre est plus grande que la mienne. Non, chacun de nous, vous constituez les quatrième pouvoirs. Mais avec quel Peut-être moyen? vous ne jouez pas. On a parlé dans le couloir. Oui, les jeunes aussi. À Madagascar, c'est les jeunes. Pour voir sans moyen, qu'est-ce qu'on advient? À Madagascar, c'est les jeunes qui ont changé tout un peu pour un régime. Donc, je pense que par rapport à votre question, je n'ai pas éludé la question. Les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas seulement aux prêtres catholiques. Ils ont une part, mais nous avons la nôtre aussi. Allez. Nous avons les nôtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moïse Mounidela, président national du CONAD. Parfois, ça prête à confusion quand on abrège. La CONAD, alors que c'est le CONAD. Les CONAD. C'est le CONAD. Le conservateur de la nature et démocrate. Et vous savez que c'est un mot magique. Moi, je pense que je ne dirais pas comme les gens qui se réveillent, qui disent « Oh, je suis dans les rêves, Dieu m'a dit ça. Non, mais cette inspiration-là, vous savez que le Congo, c'est le plus grand, c'est le ventilateur, les congélateurs et les climatiseurs du monde, les Congos. Mais curieusement, on n'a pas... Vous êtes proche d'un parti écologiste. Je suis écologiste, nous sommes écologistes. Un parti écologiste. Oui, mais les Congos... On en a de moins en moins. C'est ce que je dis aujourd'hui, les Congos ne peuvent pas s'en passer d'un parti écologique. Oui. Parce que c'est nous qui donnons l'air au monde entier. L'air que les gens... L'air, c'est la vie, non? L'eau, c'est la vie. L'oxygène. Mais c'est nous. Mais donc, vous voyez pourquoi je dis nous sommes les conservateurs, nous conservons, nous sommes là. Et c'est une responsabilité immense et dense. Et donc, conserver la nature, Dieu. C'est pour ça qu'au CONAD, nous disons, il y a Dieu, il y a la nature, il y a l'homme et il y a la démocratie. C'est la création. Dieu, il a mis la nature, et pas Ève et Adam. Et puis la démocratie n'est que l'organisation de la société. Donc, c'est une inspiration divine. Et c'est le plus grand parti politique, après l'IDPS. Bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour l'IDPS, les fonctionnements de l'IDPS, parce que je viens de là. Je sais que dans l'IDPS, les militants ne viennent pas pour les t-shirts. C'est le seul parti. C'est eux-mêmes qui fabriquent les t-shirts, les drapeaux. Et ils ne viennent pas quand il y a une manifestation, ils ne viennent pas parce qu'on leur a donné l'argent. C'est historique. Alors qu'on disait que les Congolais sont des gens, ils se précipitent, les jeunes se mobilisent quand on leur donne l'argent. Mais l'IDPS, à l'époque déjà de Mobutu, faisait la différence. De manière désintéressée. Oui, alors c'est extraordinaire. Comment expliquer que les Congolais qui sont ces
C'est la chambre de conscience. C'est des gens qui peuvent se vendre même sa maman à un vil prix, pourvu qu'ils puissent avoir quelque chose. Mais voilà que les Congolais, et on a vu, et ça, c'est ça, l'état d'esprit. Un parti politique, c'est un état d'esprit, c'est les idées. Bon, bien sûr, les hommes viennent animer, mais il faut avoir une idée. Et nous avons la particularité d'avoir un grand parti parce que nous avons des idées universelles. Et c'est depuis toujours que vous poursuivez votre idéal. Oui. Ça, il faut le mentionner et que cela soit retenu pour dit. Allez, à présent, nous allons dérouler les menus, parler de la situation que traverse la République du Congo. Oui, la RDC fait face à la guerre dans l'est du pays qui menace sa survie. Une situation qui secoue de plein fouet la République du Congo. Mais en temps difficile, les idées révolutionnaires ne manquent toujours pas. Les gens qui pensent contrairement à une certaine opinion. Et le CONAD, à travers son président national, Moïse Monidela, a répertorié les cas qu'il qualifie de cas emblématiques pour sortir de l'auberge, sortir de cette crise qui dure à la peau. Comment y parvenir? Il pose la question de la cohésion nationale par les dialogues et les cas emblématiques qui doivent être traités pour qu'on parvienne à cet objectif. Ma première question, déjà parler du dialogue, la cohésion nationale, parler des cas emblématiques, ça veut dire que vous avez une autre lecture de ceux qui sont au pouvoir. Non, je vous ai dit de ne pas caricaturer. Je ne suis pas venu ici polémiquer. On a assez polémiqué dans ces pays. Moi, je fais la politique politicienne, je fais la politique où j'étais noniste. Noniste. Je disais non à tout à l'époque de Mobutu. Je disais non à tout à Kabila. Mais je ne suis pas non plus béni ouïste. Alors, je reformule ma question. Donc, pourquoi parler des cas emblématiques? Je suis en train pour ne pas vous amener sur ce terrain de la polémique. Oui. Ce n'est pas non plus la polémique stérile. Je place les décors. C'est pour dire juste pour savoir votre point de vue par rapport à ce que pense. Dès le départ, je vous ai dit, je ne vais pas jeter le bébé et l'eau du bain. Alors, pourquoi parlez-vous des cas emblématiques? Des cas emblématiques parce que moi, je suis un cas emblématique. J'étais en prison il n'y a pas très longtemps, mais je suis sorti parce qu'on a élaboré une liste. Et curieusement, c'est lui qui était le chef de file, le chef de mission de l'opposition congolaise de l'époque, assez pour parler, c'est l'actuel président, Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a bataillé avec d'autres amis, d'autres collègues, pour qu'il puisse y avoir les 9 noms comme cas emblématiques pour détendre l'atmosphère, pour qu'on puisse répartir sur de nouvelles bases. Pourquoi moi, aujourd'hui, je ne ferai pas autant? Aujourd'hui, je suis libre. Il y a des gens qui sont à l'exil, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont poursuivis. Je trouve que c'est une démarche, je dirais, naturelle. Je voulais dire naturelle. Parce que quand on chasse les naturels, il revient au galop. Se saluer, c'est naturel. Ne pas se saluer, ce n'est pas naturel. Même les oiseaux, le matin, ils se saluent, je ne sais pas, ils chantent, ils parlent, ils communiquent. Donc, pour communiquer, nous devons être dans la liberté. Les gens doivent être là, doivent être libres. On ne peut pas communiquer s'ils ne sont pas libres. Je trouve la démarche que j'ai faite, ce n'est pas une démarche extraordinaire. C'est une démarche ordinaire. Pourquoi je dis c'est dans notre ADN? En 1960, Patrice Emery Lumumba était en prison. Mais on a réclamé à corps et à cri sa présence à la table ronde. Ce qui fut fait. Et il y avait en 1964 la conférence de Louabourg. Il y avait Kizenga, il y avait Beignet qui avaient pris les armes. Mais ils sont revenus. Tshombe a fait même pire. Lui, il a déclaré la sécession katangaise. Avec ses gendarmes katangais, ils sont revenus au gouvernement central. Il était devenu Premier ministre. Donc le dialogue... Est-ce que ceci ne fait pas de nous une république qui pardonne tout? Bon, oui, il faut savoir pardonner. Et surtout, mais le pardon, il y a un musicien célèbre qui a dit Kolimbi Samoto Ezali Kobo Sanali Kambote. Moi, je ne dis pas que moi, je n'ai pas de mémoire. D'ailleurs, moi, j'ai porté plainte contre Kabila. Moi, je vais aller tout droit parce que là, les gens ont dit, moi, j'avais porté plainte contre Kabila. Et la plainte est aujourd'hui toujours en cours. J'ai porté la plainte contre Kabila pour crime contre l'humanité. J'ai envoyé à la CPI. Les choses sont en cours. Mais cela ne m'empêche pas de dire que Kabila doit être là. Mais tout ce qui relève de la crime contre l'humanité, des crimes contre l'humanité,
ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas moi, Moïse, mon idée là. Il va dire, nous-mêmes, le président Félix n'a pas le pouvoir d'enrayer tout ça, derrière de la main pour dire que non, ça n'existe plus. Non, c'est lui qui a des éléments probants pour démontrer que ce qu'a fait Kabila, ces crimes contre l'humanité, ce qu'a fait John Numbi. Parce que Chebea, c'est mon ami. Ils font partie de ces cas emblématiques dont vous parlez. Oui, ils font partie. Et puis, ce qui est grave, ce n'est pas mes amis. Hein. Il y a dans ces, vous avez tout le temps été en porte-à-faux avec eux. Oui, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un dans ces pays, c'est pour ça que je dis au Congo, il n'y a pas, excuse-moi, hein, il n'y a pas de journalistes d'investigation qui font des enquêtes. Des gens comme Moïse. Non, il n'y en a pas. Non, ça, je suis d'accord. Des gens comme, parce que vous voyez que les gens. Le journalisme d'investigation, ce n'est pas ce qu'on nous présente à la télé. Ils ont des à peu près. Des gens comme nous, hein, on mérite d'avoir une médaille. Parce qu'on est constant au lieu de la lutte. J'ai subi les affres de tous les régimes. Il n'y a pas très longtemps aussi, mon jeune frère, ma mère a été maltraitée par le régime actuel. Donc, je peux remonter les temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de leçons à recevoir. J'ai des leçons à donner. Mais quand je suis tolérant, déjà, je suis musulman. Et ma foi, d'ailleurs, on nous recommande, nous, musulmans, avant de commencer les mois de Ramadan, il faut se pardonner. Et dans la famille, c'est une recommandation. On ne peut pas commencer à faire le jeûne de Ramadan si on ne se pardonne pas. Mais le problème, c'est qu'il faut que la personne présente ses pardons. Voilà. Quand la personne vient, il dit, je suis fautif, j'ai commis une erreur, j'ai commis un crime, tout ça, ou je vous ai offensé, pardonne-moi. Vous ne pouvez pas lui refuser ça. Donc, et c'est pas pour aujourd'hui. Pourquoi je dis ça, qu'il n'y a pas de journée d'investigation? J'ai fait proposer depuis longtemps vérité, commission vérité, réconciliation, depuis très longtemps. Mais comment y parvenir? C'est-à-dire je suis... Parce qu'il n'y a pas de vérité sans justice. Comment on va le faire au moment où le dialogue s'impose comme une urgence? C'est une façon de dire que je suis constant dans mes propositions, dans ma prise de position. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est parce que les gens me découvrent. Il y a des gens qui me découvrent aujourd'hui. Mais ils ne savent pas que je suis un vieil de la vieille. Un vieux routier de la politique congolaise. Oui, un vieil de la vieille. Donc je suis plus vieux que beaucoup de vieux qui sont là. Peut-être en politique. Moi, en tout cas, en politique, je suis vieux. Après les 13 parlementaires, hein, je n'ai pas vu Lumumba. Je n'ai pas vu Lumumba, Kassavou, mais depuis... Vous avez commencé à l'IDPS? Oui, à l'IDPS, depuis 1983. Je suis là et je vis de mire et de pas mire. Donc, je suis constant, cher ami. Je suis constant pour dire qu'on ne peut pas arriver à réconcilier les gens si on ne se met pas autour d'une table pour dialoguer. Alors et pour dialoguer, il faut que ces gens viennent. J'ai même précédé. J'ai même dit qu'il faut créer une zone. Je ne dis pas une zone tampon, mais une zone neutre. Une zone neutre. Et j'ai même décrit que des hôtels mythiques que nous avons ici, Grand Hôtel, et puis Hôtel du Fleuve. Et il y a l'hôtel là, non loin à l'époque, nous, qui c'est qui connaissent qui tient ça, chez Père Boucher, quelque chose comme ça. Donc, et tout non loin de l'ambassade de France, tout autour, le ministère, les deux tours jumelles du ministère des Finances, le Palais de la Nation, vous prenez la Seine-Côte, tout cet espace-là, qu'on puisse décréter que c'est un espace neutre et une zone où on va donner à une force neutre. La MONUSCO est aujourd'hui mieux placée, et que les gens peuvent venir, on peut dialoguer ici. Mais dans les cas contraires, les gens ne viendront pas. Donc moi, je suis dans des propositions au lieu de rester dans des polémiques. C'est possible que le dialogue se fasse ici et que tout le monde vienne. Tout le monde vienne. Et quand il y a ça, oui, parce qu'il y a eu des cas comme ça. Mobutu, les gens étaient en exil. Kizenga, moi j'étais avec Kizenga. Vous voyez que je suis jeune pour certains, mais je suis un vieux. J'avais comme professeur Tshisekedi, Gliao, Kibasa, Kanana, et j'avais aussi Kizenga. On était avec lui en exil à Brazza. Mokulubundu Félix, Kemichanga Mathias, l'homme qui était là lorsqu'on est allé ziguiller Lumumba, lui il était là, Kemichanga Mathias, qui est même le grand-père de Didier Moubengi. J'étais avec lui à Brazza. Bonde Théodore, tous les Lumumbis qui étaient historiques étaient avec moi à Brazzaville. Vous n'êtes pas né de la dernière. Donc pour vous dire que mais ces gens-là ont quitté Brazzaville. Ils sont venus à la conférence nationale. Alors qu'ils avaient, Mokulubundu c'était un militaire de l'armée Lumumbi, c'est l'armée kizengiste. Mais il est venu, Mobutu l'a accepté.
Donc, ce n'est pas une première, ce que je suis en train de dire. Vous êtes témoin privilégié oui. de l'histoire politique au cours de ces 30 dernières années. En tout cas, et d'une manière active. D'une manière active. Et vous avez participé activement et régulière, d'une manière régulière et active. Oui. Parce qu'on peut faire des choses, on peut poser des actes, et puis à un moment, on disparaît. Oui. On suit. Mais moi, c'est d'une manière continue. De façon constante. Voilà. Et vous connaissez les tenants et les aboutissants de la conférence souveraine, la CNS, qui s'est tenue sous Mobutu en 1998. 98 92. En 92. La conférence nationale souveraine. Oui, en 92. 92, oui. Pas 98. 92. Oui, 92. Oui, 92, oui. Et est-ce que, par rapport au dialogue que vous appelez de tous vos voeux, un pas en arrière, comprendre et savoir pourquoi la conférence nationale souveraine avait échoué, pour corriger les tirs? Dire que la conférence nationale a échoué, c'est qu'on n'avait pas suivi, c'était un moment historique. Déjà, on a fait la relecture de l'histoire de notre pays. À ce niveau-là, il fallait une relecture, mais il y avait des sommités. Mais les résolutions n'avaient jamais été appliquées. Oui, mais ça, il y avait un problème de force d'exécution de résolution. Oui, mais on ne peut pas dire que ça a échoué, ça n'a pas échoué sur toute la ligne. Ça n'a pas échoué sur toute la ligne, les du début à la fin. Débauchés par argent ou par poste. Comment Mobutu acceptait de faire les choses de cette façon. Les hommes passent, mais les idées restent. Les idées de la conférence nationale, c'est comme c'était aujourd'hui. Tout ce qu'on avait décrit, on avait décrié, voulais-je dire, et c'est encore à l'ordre du jour. Qu'est-ce que la conférence nationale souveraine nous avait donné? Nous avait donné comme résultat solide. Moi, je dis sur le plan de la conscience politique. Et c'était un moment historique de chacun de nous, en tout cas les gens de notre génération. Il y a toujours un conférencier qui savait qu'il y avait une motion de procédure. La démocratie, c'est ça. Et aujourd'hui, moi, je suis content de voir vos collègues. Je l'ai dit souvent, je suis très content et je dis chapeau, Basile Olongo. Basile Olongo, un journaliste qui devient élu, le meilleur élu de la ville de Kinshasa, il était de notre parti. Eliezer Tamboué a flirté avec nous. Il est là, monsieur le ministre, excellence, monsieur le ministre. Il est là, c'est une fierté. C'est le résultat de quoi? C'est la démocratie. Il est à la conquête de la réduction de Mobondo. Oui, la mutation sociale dont parlait Bourdieu. On voit aujourd'hui, c'est par la magie de la démocratie. Sinon, c'était un pays des castes, les enfants d'eux. Mais aujourd'hui, avec des castes sociales. Oui, mais avec la démocratie, même si elle n'est pas parfaite, et d'ailleurs, la démocratie, c'est une quête toujours. Et il n'y a pas, c'est un idéal qu'on doit atteindre. Même en France, on continue toujours à se battre pour perfectionner cette démocratie-là. Donc, mais je dis, la conférence nationale nous a effleuré. Il y avait un sentier. Il n'y avait pas de sentier. Il n'y en avait pas. C'était un brouillard. C'était une forêt. Mais la conférence, par la magie de la conférence nationale, dont nous étions des tenants, parce que tout a commencé par l'IDPS. L'IDPS, les 13 parlementaires, l'IDPS. Et puis, on a réclamé à corps et à cri la conférence nationale que nous avons obtenue, mais au prix du sang. Les 16, on vient de célébrer les 16. La marche de chrétiens, réprimée dans le sang. Et Abbé Poundou, c'est donc des gens qu'on doit honorer. Abbé Louyeye, ils sont encore vivants, je ne sais pas pourquoi ils attendent. Les 13 parlementaires, on doit les honorer, mais on doit les décorer. Si la conférence avait tenu toutes ses promesses, comme vous le dites, mais les résolutions seraient appliquées, je n'ai pas dit toutes les promesses. Ne serait jamais renversé par le vent afdélien. Je n'ai pas dit toutes les promesses, mais j'ai dit que ça nous a laissé une culture. Ça nous a laissé la matière, ça nous a la maturité politique. En tout cas, si on ne peut pas dire de la maturité, mais il y a quelque chose qui a été germé à la conférence nationale et qu'aujourd'hui, nous devons être fiers. Et pourtant, cet héritage n'a pas été solide parce que Mobutu, 6 ans après, il a été renversé par le vent afdélien. Oui, mais je crois que l'AFDEL, lorsque l'AFDEL, parce que vous me tendez la perche là, l'AFDEL arrive, partout l'AFDEL est arrivé, qui était des gouverneurs? C'est le gouverneur de l'IDPS. L'IDPS qui est, oui, et c'est partout. Donc c'est pour dire que la conférence nationale a démystifié Mobutu. La conférence nationale a mis Mobutu de côté. Mobutu a pris la tangente. Il vivait où? À Kawele, c'était devenu un clandestin. Donc vous oubliez tout ça? Ça, c'est la conférence nationale souveraine.
Allez. Et maintenant, vous parlez de cas emblématiques, la libération massive de certains prisonniers. Oui, et le retour des exilés. Le retour des exilés politiques que vous avez répertorié au nombre de 40. 43, dont oui, je crois, oui. Joseph Kabila, oui. John Numbi, oui. Seth Kikuni, Matata et j'en passe. J'insiste sur le 2. Est-ce que vous présentez ceci comme des conditions sine qua non ou comme des préalables à ces dialogues que nous voulons? Conditions sine qua non préalables. Je dis que c'est dans le bon sens. Ça sont des propositions de bon sens. Je vous laisse la paternité de ce que vous dites. Moi, je conceptualise les choses autrement. J'ai dit c'est des propositions de bon sens. Parce que si nous voulons vraiment dialoguer, à moins qu'on veuille un monologue, à moins qu'on veuille autre chose que les dialogues. Et puis, le dialogue, c'est toujours avec son ennemi. Toujours avec son adversaire. Généralement avec ses contradicteurs. Oui, c'est contradicteur. Donc, ces gens-là doivent dire, mais sinon, quand on dit cohésion nationale, vous savez pourquoi je suis allé à la cohésion nationale? Je me suis précipité. J'ai été dans certains milieux vilipendé. Pourquoi vous êtes allé voir Félix, vous allez consultation. Je suis allé, mais je dis s'il fallait refaire, j'irai. Parce que le Congo est en jeu. C'est quoi notre dénominateur commun? C'est le Congo. Nous n'avons pas un autre pays. Moi, je fais longtemps en France. Je pouvais rester en France. Et quand je dis ça, les gens savent. Devenir français, pour moi, c'était la chose la plus facile. Donc, vous n'êtes pas dans la recherche d'intérêts sordides ou primaires? Non. Donc, et je suis revenu ici parce que je me disais, la France était arrivée à ce niveau-là. Misée des Louvre et Rivoli, qui attraînent le monde entier. Alors que nous avons des statuettes, des grandes, d'une valeur inestimable. On peut faire le Louvre ici, la copie des Louvres, et on va entraîner beaucoup, parce que vous savez que nos œuvres d'art ont été pillées. Donc pour vous dire que moi, lorsque nous décidons de revenir au pays, c'est pour que le Congo qu'on puisse faire la politique autrement et que le Congo avance. C'était notre rêve. Les rêves des gamins, on était gamins, des gosses. on avait à peine 15 ans. On rêvait que le Congo, parce que c'est le pays le plus riche du monde. Mais voilà, et ces rêves aujourd'hui s'estompent, alors que ces rêves est encore possible. Et pour y arriver, nous devons nous mettre autour d'une table. Kagame profite de nos faiblesses. Les rêves de Kagame, c'est notre faiblesse. De nos faiblesses et de notre division. Kagame profite de ça. Mais vous voyez le Congo uni. Lumumba disait Congo uni, Congo fort. Vous voyez là, nous tous là, autour d'une table, on s'est réunis, on s'est réconciliés. Kagame peut oser. Vous croyez vraiment? Ces pays-là, moi, si vous ne croyez pas à ces pays, moi j'y crois. Je crois que nous avons un pays magnifique, un pays où il y a des gens magnifiques, parce que notre armée, nous avons l'ADN de l'armée coloniale, c'était des Congolais qui sont allés se battre à Sayo, qui sont allés se battre partout ailleurs. Et ils ont fait, il y a eu des faits d'armes qui montrent que les Congolais sont des bons soldats. Des hauts faits. D'armes. Alors, donc, le problème, c'est la division. Et moi, je n'aime pas que le pays puisse sombrer et qu'on arrive à la yougoslavisation du Congo. C'est qui est dangereux. Oui, la yougoslavisation. Vous redoutez ça? Oui, je redoute. Parce que vous en parlez souvent. J'en parle souvent. C'est parce qu'aujourd'hui, les jeunes, aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est la Yougoslavie. Hein? Le tout dernier pays à avoir battu les Zaïre 9-0. 9-0. Et c'était au mondial de 74. C'était un pays. Aujourd'hui, au sein des pays, il y a une division à peu près à 6. 5 je ne sais pas, 6 pays. Et nous risquons de connaître cette situation. C'est pour ça que j'appelle au camp de la nation. Et les gens qui croient encore à la nation congolaise, qu'on se retrouve. Est-ce que peut-on atteindre la décrispation politique sans traiter ces dossiers, ces cas emblématiques, sans les intégrer justement dans cette démarche de quête pour la paix? Ce sera difficile. Ce sera difficile. Parce que vous présentez ces conditions comme des conditions de bon sens. De bon sens. Voilà pourquoi je pose ma question. Oui. Si jamais on traitait ces cas, est-ce qu'on va-t-on arriver à la décrispation politique? Si on traite ces cas. Si jamais on ne traitait ces cas. Si on ne traite pas, c'est difficile. C'est même chimérique. Mais comment on va retrouver la paix à l'Est? Et le dialogue sera impossible? Oui, ça sera peut-être pas un dialogue. Ça sera autre chose que les dialogues. Ben oui. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, on peut ou ne pas les aimer. Je dis bien que Kabila n'est pas mon ami. Autre chose que les dialogues, comment vous appelez ça? Kabila n'est pas mon ami. Il sait. John Numbi n'est pas mon ami. Il y a d'autres qui ne sont pas mes amis.
Mais ce n'est pas ici, mes amis, ce n'est pas un problème d'amitié. Ce n'est pas un problème de sentiments, ce n'est pas un problème des intérêts de Moïse Monidela ou de la famille de Moïse Monidela ou de mon parti. Ici, c'est la nation qui est en jeu, qui est en péril. Et pour cela, c'est comme les enfants d'un même père et d'une même mère, où ils peuvent être des mères différentes, mais qui se disputent une maison, une villa, qui est peut-être se trouver à ma campagne ou à la Gombe. Mais alors, il y a de ceux qui disent, non, non, moi, je peux prendre la chambre de parents. L'autre dit, moi, ma chambre, ce sera à côté de la piscine. Et l'autre dit, moi, c'est à l'entrée. Et vous regardez cette maison, cette belle maison léguée par le parent, est en feu. Qu'est-ce qu'on fait? On stoppe tout d'abord les divisions, les querelles familiales, et on éteint le feu. Et même l'eau sale peut éteindre le feu. Oui, on éteint le feu, et après, on va se disputer l'héritage. Mais la maison est en train de brûler, vous risquez de vous diser quoi? Parce qu'on risque de balkaniser. Bon, moi, je préfère la yougoslavisation. Je n'ai pas vu le Balkan, mais je vis la Yougoslavie. Je vis ça. Nous étions jeunes, on a Vidini qui c'était... Vous savez, on peut ou ne pas aimer le football, mais même les femmes qui n'aiment pas le football, mais ils entrent en danse. Parce que c'est tout le monde qui se mobilise et ça crée des passions. Alors, moi, j'ai encore cette image-là de l'équipe nationale qui est à jouer avec la Yougoslavie. Aujourd'hui, la Yougoslavie n'existe pas. Et nous risquons de connaître cette situation. Et il y a des rapaces, il y a de prédateurs, et des pays prédateurs, qui ne visent que ça, qui ne cherchent que ça. Et DPC et Lumumba parlaient de la balkanisation du Congo. À l'époque, ils disaient de la balkanisation. Et ils disaient même avant l'indépendance. Et ce spectre-là de la yougoslavisation plane aujourd'hui. Guette et plane encore sur notre pays. Et là, je dis qu'on laisse de côté nos querelles. Et par après, on verra. Et là, je dis, encore une fois, qu'on ne jette pas les bébés avec l'eau du bain. Il y a des choses qu'on doit laisser au gouvernement central de les faire. Par exemple, le président Félix, on peut ou ne pas l'aimer. Il est le président du pays. Aujourd'hui, il est le père de la nation. Je ne sais pas si ça existe dans notre constitution. Le pilote. Il est le garant de la nation ou quelque chose comme ça. Il est le président. Le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement. Il est le garant du bon fonctionnement. Ouais. Il y a une différence. Mais il est là. Donc on doit lui reconnaître. Il a une prérogative. Il peut prendre des décisions pour amener les gens autour de la table. On dit qu'il est aussi parti au procès. Il peut être parti au procès. Comment peut-il être juge parti? Je crois que dans les cas d'espèce, moi, je plaide pour qu'on lui donne quand même un pouvoir. Parce que si on lui refuse tout, alors on est des nonistes. On ne va pas avancer. Mobutu, on l'a mis au pilori. Le Belge était mis au pilori. Le Belge ne pouvait plus nous gérer. Nous sommes allés. Il y a la dynamique des salles. C'est une dynamique qu'on ne peut rien. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter la mer. Vous voyez, la mer, on peut arrêter la mer avec une corde comme ça. On trace, on dit non, la mer, tu ne peux pas. C'est difficile, un fleuve. Le fleuve Congo, on peut l'arrêter d'écouler? Non. C'est comme quand il y aura ces dialogues-là, il y aura une dynamique des salles. Il y a l'intérêt supérieur du Congo qui vont être mis au devant et tout le monde. Les Congolais, en Afrique du Sud, les gens ne croyaient pas. Ils disaient que les Congolais ils ne vont pas s'embrasser, ils ne vont pas se réconcilier. En 2002. Oui. Mais d'ailleurs, notre Constitution vient de fêter ses 20 ans aujourd'hui. Et elle a résisté, elle a survécu à tout le vent et tempête. Et les gens disaient que les Congo va se disloquer. C'était déjà de petits pays. Nous, avec nos... Mais cette Constitution est attribuée à Kabila. On dit que c'est la Constitution de Kabila. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Non, ça c'est une erreur. Disent qu'ils doivent aussi. C'est une erreur. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Lorsqu'il y a un référendum, la majorité prime, la majorité vote un texte, et ce texte s'impose à tous. C'est ça, c'est la notion élémentaire. On n'a pas besoin de faire science politique pour faire les droits pour comprendre ça. Donc, il est vrai, Mitterrand était contre la constitution de Gaulle. Il y disait même les coups d'État permanents. Mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a porté. C'est lui qui a défendu maintenant cette constitution de 1958. Plus que même, on disait, il était même plus gaulliste et plus que de Gaulle lui-même. Alors que lui, il était l'opposant. Et il a appliqué, il n'a pas changé cette constitution. C'est ça la démocratie, la beauté de la démocratie. Donc cette constitution s'impose à nous. C'est notre constitution. Dire que l'appliquer, la changer ou l'adapter aux réalités? Oh, je crois qu'aujourd'hui, avec ce il ne faut pas ouvrir beaucoup de brèches comme ça. La maison déjà coule. Ça coule d'en haut. Il faut aussi ça coule aussi en bas. Parce que quand on va toucher à la Constitution aujourd'hui,
Ça nous amène à quoi? Aujourd'hui, non, je crois que la Constitution, ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas la Bible. Ça veut dire quoi? On peut la changer. Un jour, on peut changer la Constitution. Mais la période est suspecte. Mais cette période, en tout cas, n'est pas une période propice pour les changements. Allons tout d'abord au dialogue. Une fois les Congos réconciliés, moi je dirais pas, c'est pas dogmatique, c'est pas quelque chose de... Non, sinon ce n'est pas la Constitution française, on l'a touchée. La Constitution américaine, on touche. La Constitution, on peut la amender, on peut même la changer. Oui, mais le problème, c'est que la Constitution, cette Constitution prévoit les modalités de son changement et des amendements. Donc, c'est une œuvre humaine. Perfectible. Merci beaucoup. On est arrivé malheureusement à la fin. J'aurais aimé continuer, malheureusement, la télé. C'est le temps. Mais vous avez ouvert... J'ai envie d'être dans une paroisse ou dans une mosquée où M. Moïse Molidier s'est transformé en Mwalimou, en train de nous faire les sermons. J'ai aimé l'échange. Mais dans votre document actualisé, oui. Il y a un cas qui a tapé dans mon œil. C'est le cas de celui qui est à Paris. Il s'appelle encore comment? J'ai oublié le nom. Il y a beaucoup de gens à Paris. Arrêté par la justice. Roger Lumbala. Roger Lumbala. Oui. Mais vous le placez aussi dans le cas dans la liste, dans la catégorie des cas emblématiques. Bien sûr que oui. Mais comment ça alors qu'il n'est pas poursuivi ni par Tshisekedi, ni par la justice congolaise? Je vous laisse parler. J'ai déjà posé ma question. Oui. En une minute. Le procès de Lumbala, c'est le procès de la République démocratique du Congo. C'est ce qui s'est passé dans notre pays lorsqu'on juge Lumbala. Mais ici, ça pose le problème de la souveraineté de notre justice, de nos décisions. Et vous trouvez normal qu'un Français qui a commis des infractions en France et qu'on puisse le juger ici? Il va vous traiter de malade. Comment vous pouvez, Lumbala? Moi, tout ce que je demande, je ne dis pas que Lumbala, on ne peut pas le juger, on le juge ici. Ils viennent juger. On ne va pas les traiter ici parce que le système judiciaire, là, chez eux, fonctionne. Chez nous, ça va fonctionner. Ici, nous avons une justice encore qui est malade. Qui est malade, mais on peut guérir ça. Croyez-moi, on peut la guérir. On peut la guérir. Vous savez, lorsque Tshisekedi Mulumba nommé Premier ministre, ce n'est pas de la magie. Il a dit tout simplement, c'est lui qui a une aiguille de l'État. Une aiguille qui vient déposer. Et là où les gens avaient peur de l'autorité. Dès qu'on instaure l'autorité de l'État, ça va couler. Son cas sera traité ici chez nous. Oui. Alors, si il vient à la table et que son cas est considéré comme cas emblématique aussi, c'est-à-dire la même justice nationale ici qui a condamné Kabila, devra aussi lever cette sentence. Oui, pourquoi pas? Kabila, moi, je préfère le voir devant son juge naturel, qu'on lui pose des questions. Moi, je serai dans la salle. Qui est son juge naturel? Oui, son juge est ici, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle. Et son juge ici, moi, j'aimerais bien même souffler à un avocat, dire pourquoi tu as tué Kabila, pourquoi tu as affamé le peuple congolais, pourquoi tu as arrêté les gens en bout de champ, pourquoi Rossi est mort, pourquoi Kampangala est mort. Parce que moi, ce sont des collègues, ce sont des gens qui sont morts sur les gens d'honneur. Moi, j'étais avec eux, dans toutes les marches. D'ailleurs, j'étais l'organisateur de beaucoup de marches. C'est pas pour rien qu'on voulait même me condamner à mort. J'avais comme avocat Maître Kapiamba. Maître qui est devenu, qui est maintenant presque inaudible. Hein? Maître Landry et Maître Nkoui. Et Maître Kapiamba vient me souffler et dit, il y a déjà ta peine de mort. Il y a déjà la peine de mort. On va vous condamner. Et c'est la peine de mort qu'on vient de me souffler sur les couloirs. Au couloir là de palais. C'est ce que vous a dit Maître Georges Kapiamba. Georges Kapiamba. Pourquoi vous voulez me condamner à peine de mort? Tout simplement parce que on disait non au troisième mandat, au troisième faux penalty de Kabila. Et là, je méritais la peine de mort. Non, je m'aurais voulu. Il y a des gens qui sont morts. On a calciné 9 personnes au siège de l'IDPS. J'aimerais bien qu'on nous explique ça. Il y a beaucoup de cas que mais Kabila, le condamné à défaut, le condamné comme ça, comme on l'a condamné. Ça, c'est l'histoire douloureuse sur notre passé. Sans le règle il fallait qu'on puisse condamner dans les règles de l'art. Et on devrait profiter pour réécrire l'histoire, de notre pays. Parce que c'est des moments comme ça, on a raté l'occasion. On a raté l'occasion. Et moi, je n'étais pas d'accord. Une justice expéditive comme ça. Non, ce n'est pas. On a vu en Centrafrique, on a jugé Bokassa. En Égypte, on a jugé Moubarak. Au Sénégal, on a jugé Issenabré. Selon les règles de l'art. Les règles de l'art. Pourquoi nous, on nous a fait rater? Pourquoi on ne pouvait pas juger Kabila? Donc voilà pourquoi je dis, moi, je suis... Vous savez, malheureusement, il n'y a pas de gens objectifs. Mais moi, mon malheur,
ou mon défaut est que je suis objectif. Et je serai objectif jusqu'à la fin de ma vie. Et quand c'est noir, je dis c'est noir. Quand c'est rouge, même au prix de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé la politique très tôt. Je suis comme on dit, un précoce en politique. Très précoce. 18 ans déjà, je suis en pleine politique, depuis 18 ans jusqu'à aujourd'hui. D'une manière continue. Et là, c'est ce qui m'a amené, parce que je n'aime pas l'injustice. Je ne supporte pas l'injustice. Parce que vous-même, vous en avez été victime. J'étais victime. Vous en avez souffert dans votre chair. Dans ma chair, plusieurs fois. Et c'est pour ça que je n'ai pas de leçons à recevoir en termes de droits de l'homme, en termes d'élite, en termes de justice. Non. Qui a fait plus que moi? Donc parfois, il faut parler d'histoire. La modestie aussi, parfois. Surtout que vous, journalistes, vous ne faites pas votre travail, les historiens. Parce que s'il y avait des historiens qui faisaient bien le travail, ils disaient, après les 13 parlementaires, s'il y a des gens qu'on doit décorer dans ces pays, c'est des gens comme moi. Soyez sûr que l'histoire sera réécrite. Non pas par les étrangers, mais par les fils et fils du pays. Parce que les gens croient que ça a commencé aujourd'hui. Non, pas du tout. Oui. Maintenant, ma dernière question en 30 secondes, je ne sais pas si on va y arriver. À quand ou à quel moment faut-il enfin appliquer maintenant les triptyques vérité? C'est comment quoi? Vérité et réconciliation. À quel moment? Mais en principe, c'est après un forum, c'est après avoir discuté, c'est après avoir ausculté, c'est après avoir tâté le terrain, les hommes et ce qui s'est passé, les institutions. Il faut sonder ça, les institutions, comment ça s'est passé, comment les gens qui étaient appelés à animer ces institutions ont procédé, et les habits. Et il faut quand même que les gens se parlent, il faut qu'il y ait un forum. Ça peut, au niveau de la table ronde ou du dialogue, on peut instaurer une commission, vérité et réconciliation, ou on peut le faire avant. Mais moi, je suis pour, si vous voulez... Mais si les participants se voient concernés ou sont conscients des abus qu'ils ont commis, ils ne peuvent pas non, c'est comme au Parlement. Marcher sur le c'est comme au Parlement. On fait toujours une commission, on met une commission, mais ces parlementaires-là, on va mettre des gens qui n'ont pas d'intérêt direct dans cette affaire. Il y en a, on peut le faire. Non, moi je crois qu'il y a... Je ne vais pas être comme le professeur Bongeli qui a dit qu'il n'y a pas d'intellectuel. Moi, il y a quand même... C'est vrai que la majorité, ce qu'il a dit, il a raison, mais encore une fois, je ne peux pas jeter les bébés l'eau du bain. Il y a des gens sensés, expérimentés, qui ont le bon sens et qui peuvent nous amener à cette vérité, justice et réconciliation, quelque chose comme ça. Et ça peut se faire au sein du dialogue. Dès qu'on commence le dialogue, on peut mettre cette commission-là, ou à la fin. Ça dépend, mais pas avant. Moi, je trouve qu'avant, c'est peut-être mettre la charia avant le même. Par contre, la décrispation, la libération, c'est comme Lumumba, je viens de vous dire. Ça s'est passé comme ça. Le Kizenga, ça s'est passé. Donc, il ne faut pas... C'est dans notre ADN. Il y a des choses qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, nous avons... Pourquoi on parle des acquis? Nous avons quand même des acquis de pourparlers, de dialogue, d'échanges, de réconciliations. Nous avons des acquis. Il faut continuer sur cette même lancée. Oui, si nous continuons sur ce qui peut encore on peut sauver. Et j'ai foi à l'avenir. Lumumba disait qu'il voyait l'avenir du Congo en rose. Il voyait que le Congo sera un pays grand, prospère. Et moi, nous n'avons pas, d'ailleurs, je refuse que nous puissions être des négationnistes, de gens... faire toujours l'autoflagellation. Le Congo négatif. Voir toujours les choses d'une manière négative, c'est pas bon. Merci. C'est pas bon, nous devons regarder l'avenir avec beaucoup de sérénité, mais avec beaucoup d'espoir. De lucidité aussi, comme vous en faites preuve. Oui. Merci. Merci beaucoup, président national du CONAD, Moïse Monidela. Merci de l'honneur que vous nous avez fait. Et nous vous souhaitons excellent mois de Ramadan. Le Ramadan, oui, c'est important. Ramadan Karim, j'ai retenu. Oui. Allez, à vous, à toutes et à tous, nous espérons que vous avez passé l'excellent moment. Que le baraka du mois, ce mois de Ramadan puisse jaillir partout dans la République démocratique, donc pour que nous puissions retrouver la paix. Et on répond Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amina. Oui. Allez, on se retrouve prochainement avec la dose de plaisir. Près des soins à suivre, coupez les extraits, mettez sur les réseaux sociaux, vous en avez entièrement droit. Et Politicon vous retrouve prochainement. Mais l'émission pour l'Église, pour le débat sur l'Église et sur
les confessions religieuses, je crois qu'il faut organiser ces débats. On y reviendra. Ouais. On y reviendra. Une table ronde, je participerai à une table ronde comme ça. Oui, là, l'invitation vous sera lancée. Mais avec des gens capables, qui ont la matière. Pas des gens qui veulent venir polémiquer pour rien. Non, ça, je ne serai pas dans ces débats. Mais les gens qui ont... Parce que moi, j'ai la matière. Je peux démontrer combien l'Église catholique a aidé à l'instauration de la démocratie dans notre pays. On organisera ces débats. Et même sur le plan du développement. L'Église catholique, oui, on peut tout dire. Et c'est une Église qui a accompagné la colonisation, ça, je le sais. Mais est-ce qu'il faudra-t-il tout rejeter, tout ce qu'a fait l'Église catholique? Non. Allez, le rendez-vous est pris avec vous. L'invitation sera lancée à Moïse Molidela et il va y répondre volontiers. Merci et tout à l'heure.